Bonjour Yann Lequin, merci beaucoup de nous accorder du temps et d'accepter de répondre à nos questions donc pour le projet TESACO, Technologie émergente et sagesse collective de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est un projet qui est dirigé par le philosophe Daniel Landler, qui est spécialiste des sciences cognitives et qui s'intéresse depuis très longtemps à l'intelligence artificielle. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il n'a pas manqué de de m'envoyer un certain nombre de questions, donc indirectement, il contribue à cette discussion. Tu es un spécialiste de l'intelligence artificielle. Tu as initialement diplômé d'une école d'ingénieur en France, le SIEE, et puis tu as effectué un DEA et un doctorat en informatique que tu as obtenu en 1987 à l'Université Pierre et Marie Curie, qui s'appelle aujourd'hui Sorbonne Université, à Paris. Tu es considéré comme un des pionniers de l'apprentissage automatique, des réseaux de neurones artificiels profonds. Donc, tu es aujourd'hui professeur à New York University, où il me semble que tu as créé le centre pour les sciences des données. Oui, Et puis, tu es en même temps scientifique en chef sur l'IA, d'abord à Facebook, et puis qui est devenu Meta. Et bah, chose très, très importante et une reconnaissance de l'importance de tes travaux. Tu as reçu le prix Turing en 2018 avec Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, donc justement pour vos contributions théoriques, empiriques et autres sur les réseaux de neurones profonds. Et alors, un des points importants, une des contributions, il me semble, hein, très importante que tu as faites, c'est notamment de développer les réseaux convolutifs pour la reconnaissance d'images. Et ça me permet de te poser une première question un peu historique parce que je trouve ça intéressant. Il me semble que du côté des neurosciences et de la perception visuelle chez l'humain, il y a aussi des processus un peu comme ça qui ressemblent à de la convolution, donc l'intégration d'informations sur les petites surfaces de la rétine et puis oui, ensuite la mise en relation. Est-ce que déjà à l'époque, quand tu travaillais sur ces sujets, il y avait des liens avec les neurosciences qui étaient faits explicitement? oui, absolument. Oui, oui, l'architecture des réseaux convolutifs est directement inspirée en fait des travaux très classiques en neurosciences de Hubel et Wiesel du début des années 60, fin des années 50, qui d'ailleurs leur a valu le prix Nobel au début des années 70, et puis de travaux un petit peu après qui ont essayé d'utiliser ce genre de concept pour des modèles sur ordinateur, tels que les cognitrons et néocognitrons de Kuniko Fukushima, dans les années 70 et 80, à une époque où très très peu de gens en fait travaillaient encore sur le réseau de neurones, certainement pas en Occident. Donc oui, il y a une filiation directe, une inspiration directe des neurosciences. Ouais, ça c'est vraiment intéressant, ce lien, ces échanges qu'il y a pu y avoir au cours du temps entre les neurosciences, les sciences cognitives peut-être en général, parce qu'il y a des questions aussi de psychologie cognitive, de développement de la cognition chez l'enfant, auxquelles tu t'intéresses, et on va y revenir un peu après. Et je pense que je te reposerai d'autres questions, parce que c'est fascinant, on se demande souvent dans quel sens vont les inspirations entre IA et neurosciences, et il me semble qu'elles peuvent s'entraider en fait assez fréquemment. Peut-être une autre question un peu historique. Je me souviens d'une anecdote que tu as racontée, que justement, à une certaine époque où tu travaillais sur les réseaux de neurones, l'apprentissage automatique, qui était une époque où peut-être le domaine de l'intelligence artificielle était dominé par d'autres approches, notamment peut-être de l'IA symbolique. Et au fond, c'était ce que tu faisais n'était pas spécialement valorisé ou pris au sérieux. Et moi, je trouve ça très intéressant, ce genre d'anecdote, parce que ça nous incite à de la modestie aujourd'hui, à finalement pas mépriser d'autres domaines qui sont peut-être pas en vogue à un moment donné, mais qui seront peut-être prometteurs 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Est-ce que tu as l'impression que ce genre d'anecdote contribue à justement faire réfléchir les gens autour ou au fond, c'est un éternel recommencement, quoi? Non, absolument. Je pense que en fait, il y a deux choses auxquelles il faut prêter attention. Tout d'abord, effectivement, prêter attention à des idées peut-être qui sont un petit peu oubliées malgré leur valeur. Et puis surtout, à ne pas se rallier aux modes Ouais, qui tendent à faire créer une espèce d'uniformisation. Et bon, la mode est au deep learning, c'est normal, ça marche. Et puis là, depuis un an ou deux, la mode est au Transformer, au ouais, LLM, ouais. etc. Et puis, des gens mettent beaucoup d'espoir dans les LLM. Moi, j'ai été assez rapide à dire que ce sont des systèmes qui sont très limités, qui ne vont pas être suffisants pour nous amener au type d'intelligence qu'on observe chez les animaux et les humains. Donc, euh, il y a une succession d'histoires en fait d'engouement de la communauté de l'intelligence artificielle dès un nouvel ensemble de techniques est découvert.
un certain nombre de personnes se disent « Ah, ça y est, maintenant on a découvert le secret, on va arriver à l'intelligence au niveau humain ». Et il y a eu ce genre d'histoire périodiquement tous les 10 ans depuis les années 50, hein, en commençant avec le General Problem Solver de Newell et Simon, et puis même du perceptron d'une certaine manière dans les années 50, Rosenblatt, et puis bon, Les systèmes experts peut-être aussi à un moment système donné. expert dans les années 80-90, Mm, mm. et puis les réseaux de neurones à la fin des années Oui. 80 qui ont un petit peu baissé. Et à chaque fois, en fait, ce qui se passe, c'est que les ambitions se renormalisent, mais les techniques qui ont été inventées, en fait, font partie de la boîte à outils générale des sciences de l'ingénieur. Donc, c'est assez intéressant. Euh, Par exemple, tout le courant sur les perceptrons, Adaline et autres du début des années 60 et fin des années 50 est un peu mort à la fin des années 60 à cause des limitations des classifieurs linéaires et autres systèmes à une couche, en fait. Et les gens, en fait, ont simplement changé le nom de ce qu'ils faisaient. Au lieu de dire qu'ils essayaient de construire des machines intelligentes, euh, ils se sont dit on va appeler ça maintenant avec des noms plus sérieux comme reconnaissance des formes statistiques donc c'est devenu avec la classifieur linéaire ou filtrage adaptatif. En fait, toutes les techniques de communication, de modem, etc., étaient basées en fait entièrement sur ces algorithmes qui avaient été inventés au début des années 60 dans le contexte des réseaux neuronaux. Donc c'est un phénomène intéressant. Mais mon histoire là-dedans, en fait, démarre euh, environ en 1980. J'étais encore étudiant et, et enfin, j'étais vraiment intéressé par le mystère de l'intelligence et puis par le fait que possiblement on pourrait faire en sorte que des machines s'auto-organisent et s'entraînent. J'ai découvert qu'il y avait eu des travaux là-dessus dans les années 50 et 60, mais qui n'existaient plus au moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça, qui avaient disparu. Et puis, donc, je me demandais bien comment j'allais pouvoir continuer à travailler sur la question, peut-être en faisant un doctorat ou un DEA. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Daniel Lander, entre autres, qui à l'époque était au CREA, un espèce de petit labo pirate dans les locaux du ministère de l'Industrie sur la montagne de Geneviève, ainsi que le LDR, le laboratoire de dynamique des réseaux, où j'ai rencontré Françoise Soulier-Fogelman, Gérard Weisbusch, Maurice Milgram, qui est devenu Oui. mon directeur de thèse, et, et donc Daniel, etc. Donc il y avait une espèce de foisonnement d'idées, de gens qui s'intéressaient un peu à l'auto-organisation, en fait, qui est un peu le principe de base du deep learning, des réseaux neuronaux. Ouais, c'est super intéressant parce que tu évoques aussi des termes que je connais par ma formation comme filtrage adaptatif, mais dont je ne connaissais pas l'historique. Et donc, c'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a aussi toute cette dimension-là de renommer des choses, des fois, pour continuer. Alors, justement, tu as évoqué une grande mode actuelle avec les grands modèles de langage, les Large Language Models, et l'IA générative, donc, qui est utilisée pour générer des contenus. Donc, ça peut être du texte dans le cadre des LLM, mais des images, de la vidéo, du son. Au fond, là, en ce moment, on ne parle que de ça. Est-ce que, selon toi, l'attention mondiale qui est accordée est justifiée? Est-ce que c'est vraiment la voie royale de l'IA, celle par laquelle toutes ces ambitions, ces effets transformateurs vont être réalisés, ou bien c'est plutôt une voie latérale? Et dans ce cas, quelles sont les autres voies potentiellement transformatrices de l'IA de demain? Oui, donc je pense que sur l'autoroute qui va nous mener à des systèmes intelligents artificiels, les LLM autorégressifs tels qu'on les connaît à l'heure actuelle sont une, une branche parallèle, disons, ou une déviation, une diversion. En ce sens que, alors, ils sont intéressants, il faut travailler dessus, il faut les développer, il y a plein d'applications intéressantes, il y a plein de choses à explorer, ils sont très puissants pour certaines choses, mais pas suffisants. Euh, donc, euh, on pourrait essayer de faire une liste des caractéristiques qui, qui, euh, qui font qu'une entité est intelligente, hein, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Euh, donc, il y a la capacité à percevoir, par exemple, percevoir l'état du monde. Les LLM, à l'heure actuelle, n'en sont pas capables. Euh, Ils sont entraînés sur du texte et pas avec des données, des capteurs du monde réel. Et en fait, c'est une idée naturelle d'essayer de le faire, mais c'est très difficile. Il s'avère que c'est vraiment difficile à faire. Donc c'est la première chose, percevoir. Ensuite, raisonner et planifier. Et en fait, les LLM autorégressifs ne planifient pas et ont des capacités de raisonnement extrêmement limitées.
on est un peu bluffé par ce qu'ils peuvent faire, mais c'est principalement parce qu'ils sont très bons à faire de la recherche d'information et de l'adaptation de l'information aux problèmes connus. Mais dès qu'on sort un petit peu des domaines sur lesquels ils ont été entraînés, en fait, qui sont vastes, on s'aperçoit qu'en fait, les capacités sont extrêmement limitées. Il y a des articles là-dessus de gens qui, d'ailleurs, viennent plutôt de l'IA classique, disons, qui montrent que les capacités de raisonnement des LLM sont extrêmement limitées et pas du tout correctes. Et puis ensuite, donc le raisonnement et la planification sont des caractéristiques essentielles du comportement intelligent. Et, et donc, les LLM autorégressifs n'en sont pas capables. Ils ne comprennent pas le monde physique et ne pourront pas le faire sans changement radical ou radicaux de leurs architectures. Ils ne peuvent pas raisonner, ou en tout cas de manière très, très simple. Ils ne peuvent pas planifier. Raisonnement et planification, c'est un petit peu la même chose d'ailleurs. La planification est une sorte de raisonnement. Et surtout, ils ne sont pas pilotables par des buts. C'est-à-dire que le comportement intelligent en général est piloté par un but, un objectif. Et le système est censé, c'est ce que font les humains, c'est ce que font les systèmes de commande optimale, par exemple. Il y a un but qui est réalisé par une fonction d'objectif, en fait, qui mesure si le but a été atteint. Et puis ensuite, l'inférence procède par la recherche d'une séquence d'actions ou de sorties de texte dans le cas d'un système de dialogue qui va optimiser ce but, minimiser cet objectif, cette fonction d'objectif. Donc on utilise ça en planification, en robotique ou en commande optimale. Ça s'appelle Model Predictive Control, MPC en anglais, c'est une technique classique depuis 60 ans. Les LLM ne savent pas faire ça. Et en fait, tout ça, ce sont des caractéristiques essentielles qu'on retrouve dans en biologie, les animaux et certainement les humains sont capables de planification vraiment très compliquée, beaucoup plus compliquée que ce qu'on sait faire avec les machines à l'heure actuelle. Regardez un chat qui essaie de sauter sur un meuble, qui planifie sa séquence d'action pour sauter de part en part dans la pièce. C'est la planification assez complexe. Et donc, on manque d'ingrédients essentiels, ces capacités de planification, satisfaction de buts, et aussi une autre chose qui permettrait en fait ce raisonnement et satisfaction d'objectifs, qui est la possession d'un modèle mental du monde. Du monde physique ou de l'environnement dans lequel le système évolue. Et les LLM autorégressifs n'ont pas vraiment de modèle, ils en ont un peut-être implicite. Donc, les psychologues, en fait, séparent deux types de réactions chez les humains, ce qu'ils appellent système 1 et système 2. C'est la nomenclature de Daniel Kahneman sur Thinking Fast and Slow. Donc, système 1, c'est les actions subconscientes pour lesquelles on n'a pas besoin vraiment de réfléchir, d'utiliser notre modèle du monde, de planifier. Donc, des réactions un petit peu rapides. Et puis, système 2, c'est notre capacité, au contraire, à utiliser notre modèle du monde, faire des tâches délibérément conscientes, et puis imaginer des scénarios, et ensuite trouver une séquence d'actions qui va satisfaire les buts qu'on s'est fixés. Les LLM autorégressifs, ça va faire du système 1, pas du système 2. Le défi de la décennie qui vient, de la recherche en IA, ça va être construire des systèmes qui comprennent le monde, qui apprennent la physique intuitive, par exemple, à la manière des bébés dans les premiers mois de vie, qui sont capables de raisonner et de planifier, probablement de manière hiérarchique, parce qu'on ne peut pas planifier une séquence d'actions complexes milliseconde par milliseconde. Et puis qui puissent satisfaire des objectifs. Voilà.
Oui, et peut-être même d'ailleurs chez l'humain, il y a même plus que de systèmes. Et il y a notamment alors, des gens comme, en psychologie comme Olivier Houdet qui parlent de système 3 pour en tout cas la coordination, savoir inhiber le système qui n'est pas pertinent. En robotique, où il y a appliqué à la robotique, on parle de métacontrôleur. Bon, il y a toujours cette Mhm. notion de hiérarchie, hein, comme tu l'as dit. Donc au fond, il y a aussi toute cette question de la coordination. Sur le fait que peut-être ensuite les grands modèles de langage pourraient être intégré à des choses avec une connaissance plus physique du monde et autres. J'ai l'impression qu'il y a des équipes qui en ce moment travaillent comme ça. Ils partent des LLM et puis ils vont essayer de les connecter à autre chose. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres équipes, et peut-être que nous, on est plutôt dans cette approche-là où on considère qu'il faut partir d'un apprentissage ancré dans le sensorimoteur, l'expérience, la mémoire, Oui, construire des modèles internes du monde et que le langage va venir petit à petit. Mais peut-être que les deux approches sont intéressantes à développer, vont donner des choses assez différentes. oui. Peut-être qu'au milieu de ça, il y a quand même la question, et tu l'as dit, de la compréhension des représentations qui sont manipulées. Et effectivement, sans compréhension de ce que ça veut dire physiquement, par exemple de soulever un objet qui est lourd, d'avoir une sensation, le corps qui chauffe, parce qu'on est en train de faire un effort, et qu'il faut peut-être des fois renoncer à cet effort parce qu'il y a un risque de rupture pour le muscle, j'en sais rien, donc quelque chose qui existe dans le vivant. Je suis étonné d'avoir entendu récemment, par exemple, Jeff Hinton ou Andrew Young discuter et considérer que pour eux, il y a un certain niveau de compréhension dans les grands modèles de langage. Est-ce que Oui, toi, tu es en désaccord avec eux? non, je pense qu'il y a un certain niveau de compréhension, Mm. et il n'y a pas de doute de ce côté-là, mais qui est quand même très ténu ou superficiel. Je pense pas qu'il y a une. euh, En fait, j'ai même écrit un article de philosophie là-dessus avec un collègue qui s'appelle Jacob Browning dans la revue Noéma, qui est une revue de philosophie et disponible en ligne, dans lequel on appuie sur le fait que la connaissance humaine dépasse de beaucoup la connaissance qui est contenue dans la langue et dans le texte. C'est-à-dire que même si on prend la totalité de tous les textes qui ont été écrits depuis l'aube de l'humanité, ça représente en fait une partie, non pas infime, mais quand même assez petite, de la totalité de la connaissance humaine. Le gros de la connaissance humaine, tout ce qu'on apprend dans la première année de la vie, par exemple, n'a absolument rien à voir avec le langage. Mm. C'est une connaissance du monde physique qui est, d'un certain côté, beaucoup plus complexe en fait que la manipulation du langage. Finalement, le langage, c'est pas si compliqué parce que c'est apparu que depuis quelques centaines de milliers d'années, c'est dans le cerveau géré par deux petites formations, l'aire de Wernicke et celle de Broca. Euh, euh, Avec donc, un peu des fonctionnements distribués aussi, mais en tout cas quelque chose de bien plus. sûr, non, mais tout le cerveau est activé quand on parle, bien sûr, mais notre modèle du monde, c'est le cortex préfrontal, c'est vraiment la majeure partie du néocortex. Et, cette fonction n'est en fait pas du tout représentée ou implémentée par les LLM autorégressifs. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, je prends un risque en disant ça, mais ce que je pense, c'est que d'ici quelques années, alors c'est un petit peu difficile de savoir combien, on va avoir des systèmes qui vont être capables de planification, raisonnement, etc. Euh, et que on utilisera les modèles autorégressifs juste pour la, la traduction, la transcription, si on veut, d'une idée abstraite en un texte euh, fluide. Parce Mm. que les systèmes autorégressifs ont quand même une qualité, c'est que le texte qu'ils produisent est vraiment bon, fluide, grammaticalement Ouais. correct, stylistiquement correct aussi. Et donc, il y a quand même il y a quand même des propriétés qu'il faudrait utiliser. Mais quand on fait du raisonnement, on ne raisonne pas nécessairement directement en mots, on raisonne en représentation abstraite en fait de ce qu'on veut dire ou des actions qu'on veut faire. Et donc, il faudrait des systèmes qui sont basés là-dessus. J'ai fait quelques propositions dans ce sens, mais on n'a pas de système aujourd'hui qui fonctionne bien que je pourrais montrer. Mais donc, je pense qu'à terme, en fait, ces systèmes autorégressifs vont disparaître parce que ils ne sont pas pilotables ni contrôlables, étant donné ils ne sont pas faits pour remplir des objectifs. Mm. Euh, ils, euh, Ils racontent des bêtises. Mm. Euh, On va y revenir d'ailleurs. ouais, ce qu'on appelle les hallucinations, mais Ouais. qu'on va appeler des fabulations, en fait, euh, etc. Donc, je pense qu'ils vont disparaître. Alors, moi, ce qui me surprend, pour revenir à la question plus directement, ce qui m'a surpris chez Jeff Hinton, c'est qu'il il a eu une espèce de révélation il y a quelques mois, euh, en, en jouant un petit peu avec les LLM disponibles chez Google et autres.
Et sa révélation, en fait, euh, correspond au fait que toute sa vie, il a cherché une procédure d'apprentissage. La quête de sa vie était une procédure d'apprentissage qui fonctionne aussi bien que ce qu'on observe dans le cerveau. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il a travaillé sur les machines de Boltzmann, la rétropropagation, les algorithmes de recirculation, etc. Enfin bon, il y a les RBM et autres. Il y a eu toute une série. Et en fait, sa révélation a été de dire euh, il est possible que la rétropropagation, en fait, soit la réponse. C'est-à-dire, ce n'est pas la réponse de ce que fait le cerveau, mais ça marche au moins aussi bien, sinon mieux. Et la raison pour laquelle je dis que ça marche mieux, c'est que on voit les capacités de ces réseaux de neurones qui sont en fait pas très grands par rapport à la taille du cerveau et qui ont ces capacités assez incroyables un peu supérieurs au cerveau. Par exemple, on peut créer des systèmes de traduction maintenant qui traduisent des centaines de langues, de reconnaissance de la parole qui reconnaissent des milliers de langues. C'est incroyable, c'est Mm. surhumain. Hein. Et puis avec des réseaux qui sont en fait pas si gros. Donc il s'est dit peut-être que un neurone artificiel correspond pas à enfin l'argument des gens en neurosciences depuis très longtemps a été de dire bon, les neurones artificiels c'est très très simplifié par rapport aux neurones réels. Donc en fait il vous faudrait plusieurs centaines de neurones artificiels pour faire la fonction équivalente à un neurone biologique. Et la constatation de Jeff, c'est le contraire. C'est de dire, en fait, non, pas du tout. Un neurone artificiel remplit la fonction de plusieurs neurones biologiques dont la biologie a besoin parce qu'il y a une séparation entre synapses excitatrices et inhibitrices, parce qu'il faut tout un circuit pour essayer de calculer des gradients un petit peu à la rétropropagation, mais on ne peut pas le faire avec les mêmes neurones qu'on utilise dans la propagation. Donc il s'est dit, bon, finalement, on est plus près de l'intelligence humaine qu'on pensait. Mais pour lui, le problème principal est de trouver la procédure d'apprentissage. Pour moi, j'ai toujours un peu pensé que la rétropropagation, en fait, était un petit peu la meilleure manière, la plus efficace d'estimer des gradients, et que je ne voyais pas d'autre manière de faire l'apprentissage que par estimation de gradient. Donc, s'ils font la rétropropagation, c'est bon. Sur quoi il nous faut travailler, c'est plutôt les paradigmes d'apprentissage du genre autosupervision, etc. Et puis, gestion de l'incertitude, raisonnement et autres. Et Mm. donc, il s'est dit, l'obstacle que je voyais comme étant le plus grand obstacle a disparu. Donc, on est à 2 pas de l'intelligence de niveau humain. Et donc, du coup, ça vaut le coup de réfléchir au risque. Ouais. Et en fait, il n'avait jamais réfléchi au risque avant, et il a eu la réaction un petit peu immédiate de premier ordre que tout le monde a quand on réfléchit à sa première, c'est le scénario la Terminator, auquel Ouais. je ne crois absolument pas. Donc, on n'est pas d'accord là-dessus, pas du tout. Mm. D'abord, je ne crois pas que les LLM nous mèneront à l'intelligence au niveau humain. Je pense qu'il y a beaucoup de sauts conceptuels à faire avant ça. Et puis deuxièmement, je ne crois pas non plus que l'existence de machines super intelligentes causeront l'extinction de l'humanité ou même un danger, en fait. Oh, tu as fait une réponse très riche, je vois plein d'éléments. Alors, il y a plein de choses Plein de qui me sont choses. posées, mais on va en discuter, on va approfondir. J'ai envie de faire deux liens avec les neurosciences dans ce que tu dis. Un, du fait qu'en fait, finalement, même la rétropropagation de gradient, on a toujours considéré, non, mais ça, c'est pas plausible d'un point de vue de ce qui se passe dans le cerveau, mais en fait, il y a plus en plus d'équipes qui disent, si, si, regardez, on peut le faire d'une certaine manière, avoir un autre réseau parallèle qui apprend les choses et qui les retransforme dans l'autre direction. Enfin, il y a des gens qui travaillent là-dessus, donc pour moi, c'est pas complètement non plausible, quoi. Et puis l'autre aspect qui est sur le langage, et donc dans ma compréhension de certains processus de production, par exemple, de séquences de mots, et moi, je suis pas un spécialiste de langage, plutôt du côté décision, planification, mais il semble que le cerveau réutilise, recycle justement anatomiquement des liens entre cortex préfrontal, ganglion de la base pour le séquencement des mots comme il l'a fait pour le séquencement des actions. Donc il y a cette Oui. idée un peu développementale, qu'il y a des choses qu'on apprend pour interagir avec le monde, construire des modèles, planifier, et qu'ensuite on peut réutiliser ça pour le langage. Je trouve que ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis. Oui, en fait, la raison pour laquelle je disais précédemment que le langage est finalement simple, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est que le langage manipule des symboles discrets, les mots, qui sont en nombre fini. Et euh, on sait que depuis quelques années, l'apprentissage auto-supervisé est devenu complètement dominant. En fait, tous les systèmes
de vision aussi bien que de langue aujourd'hui, de reconnaissance de la parole, etc., sont pré-entraînés de manière autosupervisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'entraînement autosupervisé? Ça veut dire ne pas entraîner un système pour une tâche particulière, mais lui apprendre à représenter les données indépendamment de la tâche, relativement indépendamment de la tâche, disons. Et certains des succès, enfin, si on veut essayer de résumer ça à un concept très simple, si on prend une entrée, que ce soit un texte, une vidéo, une image, etc., ou une paire d'images même, et on corrompt cette entrée d'une manière ou d'une autre. On peut la corrompre par masquage, c'est-à-dire par exemple dans un texte, on remplace certains mots par un marqueur blanc. Ou dans une image, on fait une corruption de l'image, c'est-à-dire on fait une distorsion, ou la floute, on change les couleurs, etc. Et puis dans une vidéo, on peut aussi masquer une partie de la vidéo. Et ensuite, on entraîne un très gros système d'apprentissage, réseau de neurones, architecture deep learning, à remplir les trous, c'est à prédire ce qui manque. Donc si on fait ça avec du texte, on retire typiquement 10 à 20% des mots, et puis on entraîne un gros réseau de neurones à prédire les mots qui manquent. Le système, ce faisant, élabore une représentation interne du texte qui contient toute l'information sur la sémantique, la grammaire, tout. Et en fait, c'est ça qui a conduit à une révolution en NLP, en parole, ces derniers 5 ans, en gros, hein, 5-6 ans à peu près. Mais on ne peut jamais faire cette prédiction exactement, parce qu'on ne peut jamais prédire exactement quel mot se substitue à un blanc. Si je dis le chat chasse là blanc dans la cuisine, ça peut être une souris, Ça dépend d'un mais contexte, quoi. voilà, mais ça peut être la lumière d'un laser, ça peut être etc. Donc ça dépend d'un contexte qu'on n'a pas forcément. Donc il y a toujours une incertitude dans la prédiction, et pour pouvoir faire de l'apprentissage auto-supervisé, si on le fait de manière générative, c'est-à-dire en reconstruisant ce qui manque, il va falloir pouvoir gérer l'incertitude dans la prédiction. Alors, si c'est du texte, c'est facile parce qu'il n'y a qu'un nombre fini de mots dans le dictionnaire. Donc, il suffit de produire une distribution de probabilité sur tous les mots du dictionnaire. C'est un grand vecteur de nombres entre 0 et 1 qui somme à 1. Pas compliqué, on sait le faire. Mais par contre, si c'est une image, par exemple, ou un segment de vidéo, on ne sait pas le faire. On ne sait pas bien représenter des distributions de probabilité sur l'ensemble de toutes les images, de tous les mots, de toutes les vidéos. Parce que c'est continu, c'est de haute dimension, etc. Et en fait, c'est pire que ça, c'est qu'on ne sait même pas correctement faire de la reconstruction dans ce contexte. Parce que si on prend le segment initial d'une vidéo et on demande au système prédit ce qui va se passer dans la suite, il y a plein de futurs possibles ou plausibles. Et donc, si on demande au système de faire une prédiction, la chose qu'il peut faire, c'est prédire une espèce de moyenne de tous les futurs possibles, ce qui est une image floue ou une vidéo floue. Donc, il faut des systèmes à variable latente qui puissent représenter des prédictions multiples. Et c'est extrêmement compliqué. Donc, une des meilleures recommandations récentes a été, si on veut entraîner le système avec des informations sensorielles telles que la vidéo, à apprendre comment fonctionne le monde en le regardant passer, un peu comme les bébés, il faut abandonner l'idée de modèle génératif. Et se baser sur des modèles qui, en fait, élaborent des représentations internes du monde, qui éliminent les détails qui ne sont pas prédictibles, et qui fait la prédiction dans l'espace de représentation abstraite. J'appelle ça les JEPA, Joint Embedding Predictive Architecture. Et la raison pour laquelle je suis arrivé à ça, c'est que toutes les méthodes d'auto-supervision, enfin d'entraînement par auto-supervision en images, qui marchent bien, sont toutes des méthodes de ce qu'on appelle joint embedding, c'est-à-dire dans lequel on n'essaie pas de reconstruire, mais si on a par exemple une image distordue, et qu'on essaie d'entraîner un système à dire la représentation doit être la même parce que c'est le même contenu, on ne cherche pas à reconstruire l'image originale ou même l'image distordue, on essaie simplement à prédire la représentation interne de l'une à partir de l'autre. Et ça, ça veut dire abandonner l'idée de modèle génératif, qui est le truc le plus à la mode aujourd'hui. Donc, c'est pas une idée qui est facile à vendre, mais on travaille dessus. Donc je suis déjà... la révolution pour nous des LLM autorégressifs date de 2 ans ou 3. Et depuis 2 ans ou 3 ans, on travaille sur comment lever les limitations en fait, de ces systèmes.